Dans cette vidéo, nous allons voir comment tracer le diagramme de Lewis des molécules. Nous allons parler de la théorie RPEV, c'est-à-dire comment prédire la forme des molécules. Et si le reste du temps, on va parler de l'hybridation. Alors regardons ici comment tracer le diagramme de Lewis des molécules. On va commencer par une molécule qui est facile, par exemple, disons le NF3. Je vais tracer le diagramme de Lewis de NF3. Alors, on va faire la méthode des 5 étapes. La première étape, tout simplement, je vais prendre l'atome qui est la moins électronégative. L'électronégativité, généralement, vous l'avez dans votre tableau périodique. Vous pouvez savoir laquelle est la moins électronégative, c'est-à-dire celle qui est la moins affinité avec les électrons. Ici, c'est l'azote. Donc, je vais faire l'azote ici. Et je vais l'entourer, parce qu'il est lié à 3 atomes de fluor. Donc, je vais mettre 3 liaisons simples pour l'instant pour le fluor. Donc, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, je calcule la valence. La valence, c'est le nombre d'électrons de valence de toute la molécule. Ici, j'ai le N. N, il a combien d'électrons de valence? Il en a 5. Donc, 5 électrons. Plus le fluor. Chaque fluor a 7. Donc, ça va faire 3 fois 7 électrons. Qui va me faire au total 7 fois 3, c'est 21. Plus 5, 26 électrons. Après, je dois calculer le nombre total d'électrons pour que chaque atome respecte la règle de l'octet. Donc, je vois que chacun, pour respecter la règle de l'octet, par exemple, l'azote, il a besoin de 8 électrons. Donc, 8 électrons pour l'azote. Plus chaque 8 électrons pour le fluor. Donc, j'en ai 3 fluor. Donc, 3 fois 8 électrons aussi. Qui me donnerait finalement 32 électrons. Après, quatrième étape, je dois calculer le nombre d'électrons partagés. Ça veut dire qu'il va me donner le nombre de liaisons. Ce qu'on appelle les partages. P. Et le nombre d'électrons de partage, c'est T moins V. Tout simplement le nombre total d'électrons dont j'ai besoin pour que tout le monde respecte la règle de l'octet, moins les valences, combien j'ai à date. Donc ça va faire combien? Ça va faire 32, ça c'est 32 électrons, pardon, moins 26 électrons, qui me donnerait 6 électrons. Et là je calcule le nombre de liaisons. Donc je vais faire tout simplement liaison. Donc le nombre de liaisons dont j'ai besoin. Donc liaison ici. Est égal à P qui divise 2. Et qui va me donner 6 qui divise 2, qui me donnerait 3 liaisons. Et bien, je les ai, les 3 liaisons, à la fin. Cinquième étape, je dois trouver le nombre d'électrons non liants. Donc, c'est nombre d'électrons non liants, ceux qui ne rentrent pas dans aucune liaison. Et bien, tout simplement, comme on le calcule, on fait V moins P. Alors, V moins P, V c'est 26 électrons, moins P c'est 6 électrons, qui me donnerait 20 électrons. Et là, je vais distribuer ces 20 électrons de telle manière que chaque atome respecte la règle de l'octet. Lui, il a déjà 2 électrons ici, donc il me manque 6. Donc, je lui donne. Donc, ça, c'est 6 ici. Donc, 6 plus 6, ça fait 12. 12 plus un autre 6 pour le fluor, ça fait 18. Il me reste 2. Eh bien, ils vont partir à l'azote qui doit. Eh bien, voilà, je viens de trouver, c'est-à-dire le diagramme de Lewis de NF3. Alors, prenons un autre exemple. Donc, rappelons celui-là parce qu'on va l'utiliser tout à l'heure pour la méthode RPEV et puis pour l'hybridation aussi. Donc, on va s'en souvenir. Donc, celui-là. Je vais reprendre un autre exemple maintenant. Je vais prendre par exemple H3O+. C'est ce qu'on appelle tout simplement les liaisons covalentes de coordination. Même chose ici. Je vais prendre l'atome qui est la moins électronégative. Ici, c'est l'oxygène. Donc, je vais prendre l'oxygène ici, je vais le mettre au milieu. Donc, première étape, l'oxygène. Et puis, je vais mettre les 3 hydrogènes autour de l'oxygène. Et je n'oublie pas que c'est un plus. OK? Parce que c'est une molécule qui est, c'est-à-dire un ion, plus. Deuxième étape, je calcule la valence. V, il est égal à combien? Eh bien, l'oxygène, on a combien? On a 6. Plus. Chaque hydrogène, on a une, donc ça fait 3 fois un électron. Donc, ça, c'est l'électron aussi. Moins 1. Pourquoi moins 1? Parce que parce que c'est un ion qui a perdu un électron. Toute la molécule a perdu un électron, donc je dois enlever le 1. Donc moins 1 électron. C'est pour cela qu'il faut faire attention à la charge. Si c'était moins, on aurait fait, par exemple, si c'était moins 1, je vais ajouter plus. Mais ici, c'est un plus, ça veut dire qu'ils ont perdu un électron. Donc au total, ça fait combien? 6 plus 3, point 1 avec 3, ça fait 9, moins 1, ça fait 8. Donc la valence, c'est 8 électrons. Troisième étape, je dois calculer le total.
le nombre total d'électrons de valence dont ils ont besoin. Attention, l'hydrogène, lui, n'a besoin que 2. Parce qu'ils doivent rester, pour la règle de l'octet, au fond, la règle de l'octet, c'est tout simplement ressembler au gaz rare le plus proche. Mais pour l'hydrogène, c'est tout simplement, il a besoin d'un autre électron pour devenir comme l'hélium. Donc ici, l'oxygène, on a besoin de 8 électrons pour qu'il ressemble à un gaz rare, ou bien un gaz noble. L'hydrogène n'a besoin que de 2. Donc ça va faire 3 hydrogènes fois 2 électrons. Au fond, j'ai combien? 8, c'est 14 ça. 14 électrons. Parce que 3 fois 2, c'est 6, plus 8, c'est 14. Quatrième étape, je dois trouver le nombre d'électrons qui seront partagés, le nombre de partages. Donc, tout simplement, ce que je fais T moins V. Parce que j'ai déjà T, c'est ce qu'il me faut au total. V, c'est ce que j'ai, je vais faire P, ce qui me manque. Au fond, ça va faire 14 moins 8 électrons. Il me manque 6 électrons. Ça veut dire combien de liaisons je dois faire. Donc, les liaisons ici, ça va être 6 qui divise 2, et il doit faire 3 liaisons. Eh bien, je les ai, les 3 liaisons. Cinquième étape. Alors, la cinquième étape, il faut trouver le nombre d'électrons non liants, nombre d'électrons qui restent libres. Eh bien, tout simplement, on fait V moins P. V, c'est 8 électrons. P, c'est 6 électrons. Donc, ça va faire 2 électrons. Ça veut dire celui qui lui manque 2 électrons, c'est l'oxygène. Et j'écris mon atome, c'est-à-dire mon molécule comme ça. Donc, on l'a fait comme ça, O, comme ça, H, 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 et un plus ici. Alors, faisons un autre exemple, un peu plus compliqué. On va faire NO3, moins. Prenons la molécule NO3, moins. On va faire le diagramme de Lewis de NO3 moins. Encore l'atome la moins électronégative, c'est l'azote, donc je vais faire N, et je vais le relier comme ça avec O, 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 mais je n'oublie pas que c'est, je ne vais pas mettre les broquettes pour l'instant, hein. Je n'oublie pas que c'est négatif, comme ça. Donc ça c'est la première étape. Deuxième étape, je dois calculer le V, la valence. L'azote, on a 5 électrons de valence, plus l'oxygène, on a 6, donc ça va faire 3 fois 6 électrons. Et là, j'ai un moins, ça veut dire qu'ils ont gagné un électron, donc je dois faire plus un électron. Qui va me donner finalement 3 fois 6, c'est 18, plus 5, 23, plus 1, 24. Donc ça me ferait 24 électrons. Maintenant, troisième étape, je dois calculer le nombre total d'électrons dont j'ai besoin pour que tout le monde soit content. Donc l'azote, lui, il a besoin de 8 électrons pour respecter la règle de l'octet, plus les oxygènes, eux aussi, ils ont besoin de 8, donc 3 fois 6 électrons pour les oxygènes, qui me donnerait finalement 3 fois 6, 18, pardon, c'est 8 ici. Hein. Chacun a besoin de 8, 3 fois 8, 24, plus 8, 32 électrons. Maintenant, je dois calculer le nombre d'électrons à partager, donc je vais faire tout simplement T moins V. Donc je vais faire T moins V, qui me donne T c'est 32, moins V c'est 24, qui finalement me donnera 8 électrons. Alors le nombre de liaisons, donc j'écris liaison ici, le nombre de liaisons dont j'ai besoin, c'est 8 qui divise 2, qui me donne 4. Donc j'ai besoin de 4 liaisons, mais là je n'ai que 3. Ça veut dire qu'il y a une liaison ici. Mais vous me direz, mais pourquoi tu la mets ici, tu ne la mets pas ici? Oui, j'aurais pu la mettre aussi ici. J'aurais pu la mettre, par exemple ici, j'aurais pu la mettre ici. C'est ce qu'on appelle la résonance. En fait, on va la mettre dans une, vous pouvez la mettre là où vous voulez, c'est ce qu'on appelle la résonance. Et les 3 situations sont vraies. Et la molécule passe d'une situation à une autre, c'est pour ça qu'on l'appelle une résonance. Comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, tout simplement, je dois calculer le nombre d'électrons libres. Donc, c'est le NL. Et ça, c'est quoi? C'est V moins P. Alors, V, c'est 24 électrons. Moins P, c'est 8. Donc, 24 moins 8, ça fait 16. J'espère que je ne me suis pas trompé. C'est ça, c'est 16. Alors, je distribue 16. Lui, il lui manque. J'ai ici combien? Ça fait... ici, ça fait... C'est ça. Donc, ici, ça fait 6. Lui, il a besoin d'un autre 6. 6, 6, 6, 12. Lui, il a besoin de 12. Ça, c'est 6, 6, 6, 12, 14, 16. C'est ça. Et ben voilà. Donc,
Maintenant, je vais l'écrire comme ça. Ben, on fait une braquette comme ça, on fait une braquette comme ça. Et ça va faire comme ça. N, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis j'ai des électrons comme ça, comme ça, comme ça. C'est le diagramme de Lewis. Ça comme ça comme ça. Ah pardon, il y a SQ4, c'est ça. Il n'y en a pas d'autres parce que là déjà, ici, voilà, comme ça. Et je fais ça, c'est moins. N'oublions pas que ça c'est une résonance parce que j'aurais mis, c'est-à-dire la double liaison ici. Hein. Donc c'est une liaison de résonance. Au fond, hein, donc équivalente à d'autres liaisons de résonance. Faisons un autre cas. Ben, il y a des exceptions à cette règle-là. C'est dans les cas où on a c'est-à-dire un octet étendu ou bien un octet incomplet. On va prendre un exemple pour l'octet, par exemple, incomplet. Par exemple, prenons le SF6. Il est très connu, cette molécule, SF6. Eh bien, tout simplement, pourquoi? Parce que le soufre ici, c'est l'atome le moins électronégatif, mais il est entouré de combien? Il est entouré de 6 fluors. F, 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 F. Donc, déjà ici, le soufre, il aura combien? Il aura 12 électrons, c'est-à-dire dans sa couche périphérique, 12 électrons de valence. C'est ce qu'on appelle un octet étendu. Octet étendu. On dit aussi c'est l'hypervalence. Hypervalence. Alors, comment on trouve la molécule, c'est-à-dire trouver le diagramme de Lewis, celle-là? Eh bien, premièrement, je calcule la valence. Donc, ça c'est la première étape. Deuxième étape, je calcule la valence. Le soufre, on a 6 électrons dans sa couche de valence, plus j'ai 6 fluors fois 7 électrons par fluor, parce que chaque fluor a 7 électrons de valence. Eh bien, ça me fait combien? 6 fois 7, 42, plus 6, 48 électrons. Troisième étape, je fais la valence, donc le nombre de liaisons, donc P. Je fais c'est pas le P, pardon, mais le nombre d'électrons non liants qui vont rester à distribuer. Donc, nombre d'électrons non liants, NL, eh bien, ça va être V, moins le nombre d'électrons liants ici. Le soufre, il a combien d'électrons liants? C'est 12. Donc, on doit enlever 12 électrons qui ont été utilisés. C'est en quelque sorte P et T est égal à 12. Ici, P est égal à 12. Donc, je vais faire tout simplement V moins P. Donc, je vais l'écrire ici. Attendez, je vais faire une étape de plus. Donc, ici, je fais P égale à 12 parce que c'est une hypervalence. Donc, troisième étape ici, je pourrais faire troisième étape. P est égal à 12. Et puis là, quatrième étape, tout simplement, je vais calculer le NL. C'est ça, donc, c'est ça, le NL. Le nombre d'électrons non liants. Donc ça, c'était combien? C'est 48, ça. Donc ça va faire 48 moins 12, qui va me donner finalement 36. Alors, ce sont 36 électrons que je dois distribuer. Alors, je vais les distribuer sur les fluors, parce que ce sont les fluors qui leur manquent pour respecter la règle de l'octet. Donc, je vais les distribuer ici. On les distribue à tout le monde. C'est 36 au fond. Et c'est ça le diagramme de Lewis, par exemple, du hexafluorure de l'hexafluorure de soufre au fond. Hein. Donc, comme ça et comme ça. Donc, c'est ça la liaison à lui. Il y a d'autres exceptions aussi, par exemple avec l'octet incomplet ou bien un octet incomplet, par exemple dans l'exemple le BF3. BF3, le bord, on pourrait faire la même chose, je vous laisserai les faire, mais c'est tout simplement le bord qui va être comme ça, comme ça, comme ça, avec le fluor, comme ça, comme ça. Et lui, il sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. On dit ça, c'est l'octet incomplet, tout simplement. Donc, octet incomplet. Octet incomplet. Alors, l'octet incomplet, tout simplement parce que le bord n'a pas 8, hein, il n'a que 6, parce qu'il est entouré de 6 liaisons. Alors, maintenant, on va parler, je fais vite, tout simplement, pour qu'on regarde un petit peu la méthode, c'est-à-dire la méthode RPEV. Alors, la méthode RPEV, qu'est-ce que ça nous dit? La méthode RPEV nous dit que, bien, pour
connaître, c'est-à-dire la structure spatiale d'une molécule, il suffit de connaître c'est-à-dire son diagramme de Lewis. Alors, je vais revenir au NF3, par exemple. Nous avons trouvé que le N était comme ça. Et puis, il y avait des fluors ici, fluors là, fluors là. Alors, bien sûr, les fluors sont entourés de paires d'électrons. Mais ceux-là ne sont pas très... On ne va pas les prendre en compte parce qu'on ne prend toujours que l'atome central qu'on prend en compte. Et je regarde, il y a combien de paires? Ici, il y a 4 paires. Donc, j'ai 2 paires ici, j'ai une paire ici, une paire ici, une paire ici, une paire ici. C'est-à-dire des paires d'électrons. Ces électrons-là, on les appelle des paires d'électrons liants. Donc, tout simplement, paire liante et paire liante. Lui, on l'appelle doublé libre. Doublé libre. LL, des paires. Donc ça, c'est paire liante. Et lui, on l'appelle doublé libre. Alors, la théorie, qu'est-ce qu'il nous dit? Ils nous disent que tout simplement, les atomes du fluor et puis de l'azote vont se placer de telle manière que les paires d'électrons se repoussent le plus possible. Pourquoi? Parce que les paires d'électrons, ce sont tous des négatifs, et là, ils ne s'aiment pas. Donc, ils vont essayer de s'éloigner les unes des autres, et de telle manière qu'ils vont emmener dans leur sillage les atomes aussi. Ils vont forcer les atomes aussi à se placer le plus loin possible l'un de l'autre. Et on a toujours ça. Un double liant avec un double liant, ces deux-là se repoussent plus fortement que un double liant avec une paire liante. Et ceux-là se repoussent plus fortement que une paire liante avec une paire liante. Donc si j'ai 2 doublés qui sont libres, ils vont se repousser plus fortement, c'est-à-dire ils vont se repousser encore plus loin, que si j'ai une doublée libre avec une paire liante, ou bien que si j'ai 2 paires liantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la force ici qui vont se repousser. L'angle ici et l'angle ici va être plus fort que l'angle qui est là. Pourquoi? Parce que ces 2 paires-là, elles vont se repousser plus que ces deux-là. Donc cet angle-là et cet angle-là vont être plus forts que ces angles-là. Alors, bien sûr, cette théorie-là a été développée par des chimistes. Et ces chimistes-là, ils ont dit, écoutez, il y a au fond 5 formes, c'est-à-dire 5 configurations que les molécules vont prendre pour se repousser le plus fortement possible. Et ces 5 formes, ils sont là. Alors, la première, c'est ce qu'on appelle la forme linéaire. C'est-à-dire que si j'ai que 2 paires. Alors, attention. Par exemple, double liaison, ou bien triple liaison, il va compter comme une seule paire. Par exemple, regardons le CO2. Si je regarde le CO2, si je fais le diagramme de Lewis, je vous laisserai le faire, je vais le trouver comme ça. Et ça, tout simplement, c'est comme si j'ai une paire liante ici, une paire liante ici. Donc les 2 paires liantes, ils vont se repousser le plus rapidement possible parce qu'ils ont l'espace de telle manière qu'ils vont faire un angle de 180 degrés. C'est ce qu'on appelle une linéaire. Maintenant, si j'ai 3, eh bien je vais faire un triangle. Par exemple, donc celui-là, le BF3 qu'on a regardé tout à l'heure, on a B, F, F, F ici. Eh bien, ces paires-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de se repousser le plus loin possible, de telle manière qu'ils vont former un triangle équilatéral avec un angle ici de 120 degrés. Donc là, j'aurai le fluor ici, le fluor ici, le fluor ici. Donc, si j'ai 3 paires, ben, ça va être plane. Alors, tétraédrique, ça veut dire quand j'ai 4. Si j'ai 4 paires, que ce soit liantes ou non, mais s'ils sont liantes, sont équivalentes, donc on aura un tétraèdre, comme ici le CH4. Par exemple, le CH4, j'aurai le carbone ici, et puis il y a 4 atomes ici d'hydrogène. Donc j'ai ici 4 paires liantes, celle-là c'est une paire liante. Les 4 paires liantes vont essayer de se repousser le plus loin possible, de telle manière ils vont former un tétraèdre. Ben, un tétraèdre, c'est une pyramide à base triangulaire au fond. Hein. Tous les triangles sont des équilatéraux, hein. Donc un tétraèdre. Donc je pourrais tracer un tétraèdre, tout simplement un triangle comme ça. Vous avez un sommet ici. Voilà un tétraèdre par exemple. C'est ça. Et puis tout simplement les molécules, si je fais normalement c'est pour un tétraèdre. Donc normalement
Ceux-là, ça n'existe pas. Donc, ça n'existe pas. C'est une pyramide au fond. Hein. Et puis, ça, c'est, par exemple, tétraédrique et ça va se former au centre. Hein. Comme ça. Un tétraèdre. Maintenant, quand j'en ai 5, eh bien, si j'en ai 5, il va faire une bipyramidale triangulaire. Une bipyramidale, ben, c'est une pyramide en face triangulaire. Par exemple, comme ça c'est une pyramide ici. Et j'aurai une autre pyramide qui va se former en bas aussi. Hein? Donc, une pyramide qui va se coller sur une autre pyramide. Et c'est celle-là. Donc, quand j'ai 5. Quand j'ai 6, eh bien, c'est un octaèdre. Un octaèdre, c'est quoi? Ce sont deux pyramides à base carrée. Parce que ça forme un carré. Et ça, c'est une pyramide ici. Hein. De l'autre côté aussi, j'ai une pyramide à base carrée. Donc, c'est une pyramide à base carrée en haut qui s'est accolée à une autre pyramide à base carrée en bas. Mais ça, si j'ai 6 paires, comme dans le SF6. Alors, maintenant, regardons par exemple, nous, qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure. On va prendre quelques exemples. Par exemple, le NF3, lui, qu'est-ce qu'on avait? On avait le N qui est comme ça. Et nous avons 3 ici de fluor. Alors, on voit ici qu'il y en a 4. Ça veut dire, vous allez me dire, ah, mais 4 liaisons, ça va être un tétraèdre. Oui, mais un tétraèdre, mais attention, parce que ces paires-là, il n'y a aucune liaison. Ils ne vont pas paraître. C'est pour cela que ça, par contre, ce qu'on appelle les paires non liantes, donc les doublés libres, quand on a les doublés libres, au fond, on a une autre forme géométrique. Celle-là, ce n'est qu'une pyramide à base triangulaire. Donc, c'est les formes qu'on va regarder ici. Ah, ce sont ces formes-là. Ça, c'est quand j'ai, par exemple, donc ça rassemble tout. Ça, ce sont des formes. Quand j'ai des paires non liantes, un doublé libre. Quand j'ai un doublé libre, par exemple, ici, ce sont 3. Eh bien, ça ne va pas former. Il forme tout simplement un coude ou bien un angle. Pourquoi? Parce que celle-là, il n'apparaîtra pas. Alors que si j'ai 3 molécules, ça va être triangulaire. L'atome est au milieu, ça va faire un triangle. Ici, c'est quand j'ai 4. Donc, j'ai 4 ici. Ben, si j'ai 4 liaisons, c'est-à-dire paires liantes, eh ben, ça va faire un tétraèdre. Mais si j'ai un doublé ici qui est libre, eh bien, tout simplement, ça va me former parce que le doublé libre va pousser les autres doublés. On a dit que le doublé libre pousse fortement que les autres qui ne sont pas libres. Eh bien, de telle façon qu'il va nous former, au fait, tout simplement, une pyramide à base triangulaire. C'est pour cela qu'on appelle ça une pyramide à base triangulaire. Alors, ici, quand j'ai 2 doublés qui sont libres, ici, eh bien, ça va former un coude. Un exemple de ça, par exemple, H2O. Hein, donc, H2O, par exemple, si je fais le diagramme de Lewis de H2O, ben, je vous laisserai le faire avec la méthode qu'on a vue, c'est tout simplement facile. Donc, tout simplement, ça va être comme ça, et j'aurai des hydrogènes ici. Et puis, ici, ces paires-là ce sont des doublés non liants. Ils vont pousser ces doublés-là qui sont liants, de telle manière qu'on aura un coude, et là, on aura des angles ici qui sont plus petits que 109,5 degrés, parce que 109,5 degrés, c'est pour le tétraèdre, quand toutes les liaisons sont de même force. Mais ici, ils ne le sont pas de même force. Alors, même chose que pour les autres, je crois que ça, vous les avez dans votre manuel, tout simplement. Il suffit de les regarder. Donc, si j'ai, par exemple, pour 5, ça va être une bipyramide à base triangulaire. Mais si j'ai ici, ben, ça va faire une bascule, tout simplement en forme de bascule. Même chose ici en forme de T, linéaire, etc., octaèdre, pyramide, etc. Alors, ça, ce sont quelques angles. Par exemple, quand on a 4 doublés, liants ou non, si les 4 doublés sont liants, eh bien, on aura un tétraèdre. Si 3 doublés sont liants mais un libre, un doublé libre, c'est-à-dire si j'ai 3 paires liantes et un libre, eh bien ça va faire une pyramide à base triangulaire, parce que lui, le quatrième, on le compte pas, ça va faire une pyramide à base triangulaire, parce que les triangles ne sont plus équilatérales, et l'angle, dans ce cas-là, par exemple, pour le NH3, c'est 107,5. Pour H2O, eh bien j'aurai 2 paires ou bien 2 doublés non liants, et puis je n'ai que 2 qui sont liantes ici, eh bien ça va faire un coudé ou bien un angulaire, c'est-à-dire coudé au angulaire,
Pourquoi? Parce que j'aurai qu'un angle ici. Les autres n'apparaîtront pas. Donc, ça c'est pour tout simplement la théorie de prédiction des molécules. Tout simplement, elle se base sur... Alors, les angles, bien sûr, ne sont pas faciles à déterminer. Tout ce qu'on dit, généralement, on dit est-ce que c'est plus grand que ce qui devrait être ou non? Si, par exemple, je n'ai pas les doublés libres, parce que ce sont les doublés libres ce sont les troubles faits. Si je n'ai pas de doublé libre, ben bien sûr, la forme, elle est régulière. Par exemple, là, elle est triangulaire, et ben tous les angles vont faire 120 degrés. Mais s'il n'est pas lié, si j'ai un doublé non liant, lui, il va pousser les autres qui sont liants de telle façon que j'aurai plus le 120, parce que lui n'est pas symétrique avec eux. C'est pour cela qu'on va faire inférieur à 120. L'angle ici, ça va être plus petit à 120. Par contre, l'angle ici, ça va être plus grand. Mais nous, on regarde les angles entre les liaisons, parce que là, il n'y a pas de liaison. Même chose que pour les tétraèdres, ou quand j'ai 4 doublés, eh bien, si tous les doublés sont liants, eh ben, j'aurai 109,5 degrés. Ben, si j'ai une paire qui n'est pas liante, eh ben, les angles ici, parce que la paire, encore une fois, va pousser les autres plus fortement, c'est-à-dire les doublés ne sont pas équivalents, de telle manière que j'aurai une liaison plus petite que 109,5. Même chose ici, donc ça va être plus petite que 109,5. Bien sûr, les autres, on peut les trouver expérimentalement, comme celui-là pour l'eau, c'est 104,5, et puis pour le NH3 aussi. Mais généralement, on pourrait se contenter de est-ce que c'est plus grand ou plus petit de ce qui devrait être si on a toutes les paires qui sont liantes. Alors maintenant, on va reprendre quelques minutes pour parler un petit peu de l'hybridation. Ah, celle-là, on a parlé. L'hybridation. L'hybridation, c'est quoi? Au fond, c'est la même chose que ce qu'on vient d'avoir, c'est la même chose que la théorie RPEV. Et l'hybridation, ça dit quoi? C'est tout simplement les molécules, les atomes qui vont s'arranger ou bien vont changer leur configuration électronique pour avoir des liaisons. Je vais te prendre un exemple. Prenons par exemple le CH4. Si je prends le CH4 et je prends la molécule de C, et si je regarde par exemple sa configuration électronique, sa configuration électronique et surtout la couche périphérique, c'est 2s, c'est 2s2, P2. Donc c'est ça la configuration par exemple du carbone. Alors, et ça veut dire quoi? Tout simplement, c'est que l'orbital S, il y a 2 électrons, et dans les orbitales P, où il y a normalement 3 cases quantiques, j'aurai un électron, c'est-à-dire un électron comme ça, un électron comme ça. Mais le carbone qui va se relier avec les hydrogènes, les 3 liaisons sont équivalentes. Eh bien, qu'est-ce que va faire le carbone pour que les liaisons, pour que les carbones, qu'il se liera avec les hydrogènes, pour que les hydrogènes, toutes les liaisons d'hydrogène soient équivalentes? Il doit s'arranger. Donc les liaisons P et les liaisons S, ils doivent présenter une même interface ou bien une même figure aux hydrogènes pour qu'ils se sentent tous équitables. C'est pour cela qu'on dit on aura une hybridation. Ça veut dire les orbitales S et l'orbital P, les orbitales P vont se mélanger pour former de nouvelles orbitales. Donc ces 2 électrons ici et ces 2 électrons ici, et puis ces orbitales vont se mélanger pour former 4 orbitales qui sont d'un autre type, les orbitales moléculaires au fond, c'est des orbitales sp3. Donc j'aurai une sp3 ici, sp3 ici, sp3 ici, sp3 ici. C'est l'hybridation. Ça veut dire des orbitales qui vont se mélanger ou bien se fusionner tout simplement pour former d'autres orbitales qui vont être utilisées pour faire des liaisons avec d'autres atomes. Je pourrais faire une image, c'est quand par exemple vous avez une chambre, ok, ou bien vous avez vous avez des chambres, et puis vous aurez des invités. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez modifier les chambres de telle manière que les invités puissent venir, donc, et puis vous allez revenir en arrière si jamais les invités partent. Donc, tout simplement, pour présenter la même chose à tous vos invités, vous avez 4 invités, par exemple, qui vont venir, et vous avez peut-être 2 types de chambres, ou je sais pas, tout simplement, 6 types de chambres, ou ce type d'accessoires, 6 types de ressources que vous avez, vous allez les mélanger, ou bien les préparer de telle manière qu'elles soient équivalentes pour les 4 invités. C'est la même chose qui se passe ici. Maintenant, c'est quel type d'hybridation? On pourrait faire la méthode RPEV pour savoir c'est quelle hybridation qui va se passer.
Eh bien, tout simplement, en faisant RPEV, je vais savoir, par exemple, c'est quelle forme. Du moment que je connais c'est quelle forme, je peux savoir c'est quelle hybridation. Par exemple, si je vois que c'est une linéaire, eh ben, je vais savoir que c'est une hybridation SP. Si j'ai une triangulaire, par exemple plane triangulaire, eh ben, c'est une SP2. Si c'est une tétraédrique, eh ben, c'est une SP3. Okay? Si c'est une bipyramidale triangulaire, eh ben, je sais que c'est une SP3D. Ça veut dire qu'il y a une orbitale D qui s'est mélangée avec les autres. Si c'est un octaédrique, eh bien, c'est une SP3D2. Donc, vous pouvez utiliser ce truc-là, tout simplement, parce que le RPEV et puis la théorie des orbitales, la théorie des hybridations sont équivalentes. Donc, en trouvant le RPEV, je peux savoir c'est quelle hybridation c'est fait. Et si je connais l'hybridation, je peux connaître aussi la configuration électronique ou bien la configuration dans l'espace de la molécule. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. Et puis voilà pour cette vidéo.